Bonjour, distingués invités, mesdames, messieurs, bienvenue à la table ronde sur la politique à l'ère de l'intelligence artificielle. Cette activité publique se tient dans le cadre de la remise des prix du livre politique. C'est une activité qui est organisée en partenariat avec la programmation citoyenne de l'Assemblée nationale, donc qui y figure. Depuis 2003, chaque année, l'Assemblée nationale souligne la richesse de la littérature politique et les talents des autrices et auteurs qui excellent dans ce genre littéraire. Permettez-moi de procéder aux salutations d'usage. D'abord, je veux mentionner que M. Benjamin, le vice-président de l'Assemblée nationale, préside en ce moment même les travaux, donc ne peut être parmi nous, mais se joindra dans la mesure du possible à nous vers 17 heures, un peu plus tard en cours d'événement. Je tiens également à saluer, bien sûr, aujourd'hui, les lauréats des prix du livre politique et les finalistes qui sont présents parmi nous. Je tiens également à saluer les membres du comité directeur des prix du livre politique. Je tiens aussi à saluer Mme Julie Rodrigue, la directrice de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Alors, la Bibliothèque est fière de s'associer à cet événement-là également, à l'organisation de cet événement-là. Avant de céder la parole, j'aimerais simplement dire un court mot pour dire que nous devions avoir M. Jocelyn McClure parmi nous aujourd'hui, mais qu'en raison d'événements impondérables, il a malheureusement dû s'absenter. Il est remplacé. On remercie beaucoup M. Boucher qui se joint à nous, qui accepte à un très court avis de se joindre à nous pour cette occasion-là, pour venir porter un point de vue tout aussi riche lors de la table ronde. Alors, l'événement est d'une durée d'environ 1h30. Il y aura, au terme des discussions de la table ronde, une période de questions et échanges avec le public. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Lamy, qui est animateur, journaliste de la recherche en sciences humaines et qui sera l'animateur de cette soirée. Merci. Oh. Merci tout le monde pour vos applaudissements. Alors, quel plaisir de vous voir en si grand nombre. Vous êtes un public nombreux et de qualité. Et dès la première fois où je vous ai vu, j'ai su qu'avec un tel public, on pourrait aller loin sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par des questions tout à fait élémentaires et on grimpe ensuite le plus haut possible en espérant rejoindre les dieux autochtones au sommet de leurs haricots géants qui nous y attendent pour faire une discussion sur le sujet. Mais avant d'aller plus loin, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour conclure la journée de remise des prix du livre politique et peut-être que vous avez manqué la cérémonie tout à l'heure. Et donc, avec vous, je vais vous résumer les livres des 3 gagnants qui sont peut-être encore avec nous aujourd'hui. Peu importe. Donc, le prix du livre politique. Gérald Godin demeure un des députés les plus mythiques de l'histoire parlementaire du Québec. Il a réussi, comme peu de ses contemporains, à éviter le formatage qui s'impose aux membres du gouvernement. Sans ne jamais endosser le politiquement correct, on lui a pourtant confié des dossiers de première importance comme la justice, l'application de la loi 101 et les rapprochements avec les communautés culturelles. Poète, journaliste, éditeur, activiste, prisonnier politique, ministre, tout permettrait de croire que Gérald Godin était plus qu'un seul homme. Mais c'est pourtant d'une seule vie dont il est question dans le livre de Jonathan Livernois, auteur de la première biographie de Gérald Godin, qui lui a valu le prix du livre politique de cette année. Alors, il n'est pas là, mais oui, vous pouvez applaudir en son absence. En plus de récompenser les livres politiques, les thèses et les mémoires sont aussi l'objet d'une récompense. Parmi les thèses, donc la thèse lauréate cette année, même s'il est apparu il y a maintenant un demi-siècle, le multiculturalisme continue de polariser l'opinion publique, malgré l'ambition fondamentale de ces théoriciens, qui était de reconstruire l'identité nationale en évacuant la hiérarchie des cultures et la domination d'un groupe sur les autres, le multiculturalisme demeurerait imprégné d'un fondement impérial et des vestiges d'un esprit colonial. C'est la conclusion que défend Xavier Boileau, lauréat du prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant dans la catégorie des thèses de doctorat, qu'il a réalisé au département de philosophie de l'Université de Montréal sous la supervision de Marc-Antoine Dillac
et il est avec nous, il est juste en avant, donc il est présent. Enfin, dans la catégorie maîtrise, quel sort attend les mères qui perdent la garde de leurs enfants? Quelles sont les conditions qui s'imposent à elles pour retrouver leur responsabilité maternelle? Jusqu'où va l'État dans la surveillance et le contrôle de ces femmes à qui s'imposent divers traitements médicaux, quantité de vérifications policières et d'évaluations psychiatriques? Ce sont ces questions qui ont guidé les recherches de Delphine Gauthier-Boiteau, qui a remporté le prix de la Fondation Jean-Charles Bonenfant pour son mémoire sur le sort des mères judiciarisées, un mémoire qu'elle a complété au département de droit de l'Université du Québec à Montréal, sous la supervision de Dominique Bernier. Et voilà. Elle n'est pas là. Alors, intelligence artificielle, risque pour la démocratie et rôle des législateurs. Polarisation sociale, secret de conception, usage antidémocratique, sinon frauduleux, atteinte à la dignité, viol de la vie privée et du droit à la propriété. L'intelligence artificielle avive aujourd'hui toutes les inquiétudes qui existent depuis les débuts de la modernité démocratique. Peut-on décider politiquement du développement de l'intelligence artificielle ou doit-on se résigner à en subir les conséquences? Les élus sont-ils dépourvus de moyens ou mieux dotés qu'on ne l'imagine pour intervenir quant au développement et à l'usage des données personnelles et des algorithmes hyper sophistiqués? Pour en parler, 3 spécialistes que vous voyez juste devant vous. Karine Gentelet, vous êtes professeure en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais et directrice scientifique de la collaboration avec la société civile pour l'OBVIA, l'Observatoire international des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Vos recherches portent sur l'incidence de ces nouvelles technologies sur les enjeux de société, comme en témoigne le titre de votre dernier livre aux presses de l'Université Laval, « Les intelligences artificielles au prisme de la justice sociale ». Catherine Ouellette, vous êtes professeure en sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous consacrez vos recherches au lien entre le style de vie, l'opinion publique et le comportement politique. Vos compétences en analyse de données vous ont permis, avec des collègues de l'Université Laval, de créer l'outil ludique, le Datagotchi, qui sert à prédire ou à essayer de prédire le comportement électoral à partir des habitudes de vie et de consommation. Et François Boucher, vous êtes conseiller à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Vous travaillez à temps plein sur les enjeux de l'intelligence artificielle et des relations entre la science et le droit. Vous êtes docteur en philosophie et spécialiste de la philosophie politique, des conceptions de la liberté et des injustices structurelles. Alors, voici comment on va fonctionner. 3 blocs qui s'emboîtent à la perfection. D'abord, l'intelligence artificielle, ses utilisations. Ensuite, ses conséquences. Enfin, et solutions. 3 blocs de 20 minutes, suivis à la fin. Une toute petite période de questions. Alors, dans la salle, préparez vos questions. Ces spécialistes sont capables d'en prendre. Alors, je vous rejoins maintenant pour commencer cette entrevue. Allô? OK. Alors, première question. En commençant à la base. On parle d'intelligence artificielle, c'est le sujet qui fait le plus sexy des dernières années, mais l'intelligence artificielle, l'usage de données personnelles volumineuses, est-ce que c'est vraiment nouveau? François Boucher, micro. Oui. Donc, est-ce qu'on m'entend bien avec le micro, je crois? Oui. C'est pas entièrement nouveau, je crois, donc d'utiliser des données, de collecter des données pour voir des corrélations, faire des prédictions, mieux comprendre l'électorat, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Par contre, le volume de données qu'on collecte maintenant est vraiment exponentiellement plus élevé qu'il l'était il y a à peine quelques années. Et c'est en partie ce grand volume-là
qui libère des capacités absolument nouvelles, hein, de mieux connaître l'électorat, de mieux le prédire et de mieux l'influencer. Donc, c'est le volume, le caractère aussi en continu de la collecte de données et plusieurs autres éléments comme ça, hein, qui caractérisent ce qu'on appelle le big data ou les données massives. Catherine Ouellette, au fond, ce n'est pas nécessairement nouveau, c'est l'ampleur du phénomène. Oui, mais je réitère ce qui vient d'être dit, effectivement. C'est aussi, je dirais, les sources de données. L'élection d'Obama en 2008 aux États-Unis a été comme un vent tournant, mais on collecte de plus en plus de données issues des médias sociaux. Donc ça, c'est une nouvelle source qui amène énormément de volume. Puis on a les moyens maintenant avec l'intelligence artificielle d'aller chercher des nouvelles données à partir des iPhones, les API, les cookies sur les sites web. Donc, avant, on s'intéressait beaucoup en politique à des valeurs ou à des variables plus sociodémographiques de base, comme le revenu, la religion. C'est toujours des données personnelles qui ont été utiles pour comprendre comment les gens votent puis pensent. Mais les nouvelles données, notamment issues des réseaux sociaux, permettent d'aller chercher des variables qui ont trait à la consommation, au profil psychologique des gens. C'est ce que Trump essayait de faire lors de Cambridge Analytica, c'est d'aller chercher donc oui, des grandes quantités de données, mais des nouvelles variables aussi qui permettent d'être encore plus précis dans le profil qu'on fait des électeurs. Karine Gentelet, je sais que vous vous préoccupez beaucoup des conséquences. Pas sur les individus nécessairement, mais sur les collectivités, sur les groupes. Mais je vous pose la question à tous les trois là. Est-ce que les gens sont conscients de tout ce qu'on sait sur eux aujourd'hui? Ça allait être ma ligne de réponse, effectivement. Okay. Non, les gens ne sont pas conscients et je dirais d'un point de vue sociologique, l'usage de plus en plus important et quotidien de ces big data, il devient important d'un point de vue sociétal d'avoir de la formation sur exactement à quoi est-ce qu'on consent. Quand par exemple, on va sur un site Internet, on peut dire on consent, par exemple, à avoir des données, mais on ne consent pas forcément à ce que les données soient utilisées par d'autres sites partenaires, etc. Et ça amène des enjeux, notamment de formation donc, des citoyens, formation aussi des personnes qui développent des sites, à savoir exactement... Le droit au consentement est un droit qui est quand même relativement bien reconnu et qui normalement devrait être protégé. Ça, c'est la première des choses. Et ça amène, en fait, ce qu'on voit aussi, une sorte de représentation de certains groupes de la société. C'est là où je fais le passage entre les individus, notamment, et des groupes de la société. Des représentations qui sont peut-être pas forcément en accord avec la façon dont ces groupes aimeraient être représentés. Et ça amène notamment aussi des enjeux de souveraineté des données. Parce que finalement, ces données-là qui sont utilisées, à qui est-ce qu'elles appartiennent? Est-ce qu'elles appartiennent aux applications ou aux sociétés qui sont derrière le développement de ces applications-là? Est-ce qu'ils peuvent les utiliser ou est-ce que ça appartient aux personnes? Et on voit par exemple dans certains groupes le fait qu'il n'y a pas de coupure entre la personne humaine et les données qu'elle a produites. Et donc, finalement, certains groupes, dont par exemple les peuples autochtones ici au Canada, disent « ces données-là nous appartiennent ». Et peu importe que ce soit où est-ce qu'on va aller naviguer, on devrait voir un lien continu entre les données qu'on produit et l'image que ça renvoie de nous-mêmes. Et donc, on arrive dans une toute autre définition de l'autorisation qu'on peut faire de ces données personnelles-là et de la responsabilité, on va dire, des géants, par exemple, qui utilisent ces données-là. François Boucher? Oui, peut-être pour continuer un peu sur le même sujet, je ferais deux observations. D'abord, il est forcé de constater que même lorsqu'on est conscient des données qu'on partage et qu'on le fait de manière volontaire, parfois on peut quand même le faire sous pression, dans le sens où il faut utiliser certains outils numériques, il faut rester connecté pour être performant, pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Et par exemple, vous voulez utiliser des services de Google ou d'autres entreprises, vous avez à consentir le plus souvent à un certain partage de données. Et il arrive quelquefois que les pratiques de collecte de données sont plus ou moins transparentes, même lorsque les sites web mettent de l'information en ligne. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai évalué un projet pilote d'une certaine organisation, donc je ne vais pas dire le nom, qui voulait savoir s'il y avait des risques éthiques à utiliser ChatGPT par ses employés. Et donc, on entraînait donc, le grand modèle de langage
sur des données internes à l'organisation, mais des données non sensibles qui étaient publiques. Et la manière dont le projet pilote était présenté, c'est qu'il n'y avait absolument aucun risque par rapport donc, à la collecte de renseignements personnels. Mais ce qu'on avait oublié de prendre en compte, c'est que lorsqu'on fait des requêtes sur ChatGPT, par exemple, OpenAI va collecter ces données d'utilisation. Et on peut choisir de faire en sorte que ces données-là ne sont pas utilisées pour entraîner le grand modèle de langage, pour entraîner ChatGPT. Mais par contre, ces données-là sont quand même, lorsqu'on décide, lorsqu'on clique pour que nos données ne soient pas utilisées à des fins d'entraînement, elles sont quand même collectées pour des fins de surveillance, de sécurité, et elles sont conservées par l'entreprise pendant une trentaine de jours. Donc, c'est quelque chose qui avait été un peu ignoré donc, dans la conception. Donc, voilà. Oui, puis je pourrais ajouter que, pour rebondir encore une fois, il y a un gap aussi en termes de littératie numérique. Hein. Toutes les stratégies aujourd'hui se font beaucoup, l'intelligence artificielle, à partir de données numériques. Donc, je veux dire, en fonction si on n'a jamais travaillé avec Internet, par exemple, qu'on est moins habile avec Internet, bien, c'est sûr que ça nous échappe davantage. Puis, j'ai oublié une étude sur laquelle j'étais tombée récemment, justement, qui remettait en cause la notion même de consentement, parce que quand on voit ça en caractère Arial 6, là, puis ça fait, je veux dire, puis cette étude-là avait compté le nombre d'heures que ça pourrait prendre d'un individu qui veut vraiment consentir à tout ce qu'il fait, puis surtout les pages qu'il ouvre, puis c'est humainement impossible dans une journée, là, donc si on est relativement sur Internet. Donc, tu sais, puis je rajouterais pour terminer là-dessus que souvent, puis je pense qu'on va y venir. Ça dépend aussi de l'encadrement législatif des données qui peuvent être utilisées en politique. Mais aux États-Unis, par exemple, si on donne nos données à Amazon, on pense qu'on donne nos données à Amazon, mais il y a des courtiers de données qui vont vendre les données d'Amazon à des partis politiques. Donc, on ne fait pas juste, même qu'on pense qu'on consent, des fois, il y a un usage supplémentaire qui est fait de ces données-là, puis on n'est pas au courant. Donc, ouais. C'est ça. Karine, je sens que c'est la question que vous voulez que je vous pose. C'est qu'au fond, l'infrastructure numérique contemporaine a forcé la banalisation d'un oxymore. C'est le consentement forcé de tout le monde. Alors, on va dire oui. C'est le consentement de tout le monde, effectivement. Mais en fait, en arrière, ce qu'il y a, c'est que on appelle ça le nouvel or, ce sont les données. Et donc, c'est pour ça que le consentement, c'est une première des choses, mais le fait que les données soient exactement ce qui fait fonctionner l'économie, mais ce qui fait fonctionner les institutions, etc., ça devient encore plus, pas forcément problématique, parce que c'est toujours une façon de voir les choses, soit négatives, soit positives, et dans la vie, tout n'est pas blanc et noir, c'est toujours j'allais dire une cinquantaine de nuances de gris, voire plus. Mais c'est justement le fait de remettre ce processus-là. Parce que des fois, on a tendance à juste dire « Oh, c'est un enjeu de données ». À cette échelle-là, c'est plus un enjeu de données personnelles. C'est un enjeu de démocratie, c'est un enjeu de circulation de l'information, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu politique. On a même dépassé. Donc, même le consentement... dire qu'on consent, et mes deux collègues l'ont bien dit, ça va même au-delà de là, il va falloir trouver une autre manière que juste que ça repose sur le consentement. Ça doit être certes la première étape d'entrée, mais encore là, à quoi est-ce qu'on consent et jusqu'à quel point est-ce qu'on consent? Par exemple, les deux derniers exemples que j'utilise, c'est notamment les robots aspirateurs qui collectent des données, notamment des images vidéo, et quand il y a des fuites, on se retrouve sur les réseaux sociaux, il y a des images de chez soi, Tesla aussi. Donc, et ça, c'est à la base d'un modèle économique. Donc, il y a quand même... On a dépassé juste le fait de parler de données personnelles ou de vie privée. C'est beaucoup plus profond et c'est beaucoup plus large que ça en termes sociétal, j'entends, et démocratique. On a une utilisatrice de données personnelles avec nous, c'est Catherine Ouellette, qui a programmé avec des collègues Datagotchi. Et donc, à l'université, il y a des codes d'éthique, il y a des comités. Donc, vous avez fait ce logiciel qui essayait de prédire le comportement électoral des gens avec des questions sur quelle musique écoutez-vous, qu'est-ce que vous mangez, etc. Comment vous avez eu à vous auto-limiter dans la programmation de votre logiciel pour tenir compte justement des risques? C'est une très, très bonne question. En fait, ça a été tout un... Je vais essayer de faire une histoire courte, là, mais
jongler avec le comité éthique de la recherche dans le milieu académique, c'est hyper important, mais c'est aussi hyper difficile. Puis c'est bien parce qu'on veut, l'application veut sensibiliser à la richesse des données individuelles. Donc, on ne veut pas être le cordonnier mal chaussé, on veut être les premiers à en faire une utilisation éthique. Mais c'est sûr qu'en termes de... le comité éthique nous encadre afin qu'il n'y ait aucun risque, par exemple, de réidentification du répondant. On collecte aussi des adresses courriels pour créer un panel. Les adresses sont stockées à part, par exemple, puis on fait affaire avec des firmes de développeurs qui gèrent des données en santé, là, donc qui gèrent des données très sensibles. Donc, tout ce qui est, je dirais, collecte de données, mais aussi stockage des données, on suit des processus super rigoureux pour pas retracer les répondants, pour pas mettre les données ensemble, pour pas qu'il y ait de fuite de données non plus. Petite question, là, juste pour continuer. Si vous aviez gardé ces données permettant d'identifier indirectement, ça vaudrait combien la base de données du Datagotchi? Est-ce que vous êtes capable d'estimer ça? Non. Ça se revendrait en tout cas. D'un point de vue de recherche, je fais beaucoup de sondages. Donc, un sondage de 1000 personnes, ça peut valoir 10 000 $. Donc, on est rendu au-dessus de 120 000 Québécois. Donc, d'un point de vue de recherche, pour nous qui avons des financements, c'est énorme. Après ça, d'un point de vue politique, je pense que c'est très variable. Puis, c'est un autre truc, c'est les partis politiques ont beaucoup d'obligations de transparence, par exemple, en termes de financement puis de montants dépensés en termes de données électorales, mais on en sait très peu sur leur stratégie puis leur base de données. Il y a des bases de données qui existent. On connaît la base de données du Parti conservateur au Canada, par exemple, mais la quantité de données qu'il y a là-dedans, la valeur, la granularité des données, le commun des mortels n'a pas accès à ces informations-là. Donc, je peux dire que cette base de données-là vaut plus au municipal puis au provincial, parce que plus on monte, plus ils ont des ressources, plus ils sont sophistiqués, plus ils ont du financement. Donc, moins il y aurait besoin de ces données-là. Mais le but, c'est qu'il n'y ait aucun parti politique qui mette la main sur ces données-là de toute façon. Mais c'est ça. Je pense que ça peut valoir plus ou moins en fonction de la sophistication puis des ressources d'un parti. Là. Les républicains n'ont pas besoin de ça aux États-Unis, ça c'est clair. Hein. Karine, quelque chose à ajouter, on dirait? Oui. Ah, OK, Vincent. OK. Mais en fait, ces données-là, elles m'inquiètent moins parce qu'on parle d'un parti qui est reconnu, il y a un certain encadrement, une certaine pratique éthique, la même chose avec la recherche. Je veux dire, c'est quand même relativement normé. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les données qui sont prises à partir de sites partenaires, qui sont agrégées sans qu'on forcément on le sache, ou encore des données dont on ne sait même pas qu'elles sont collectées. Ça, pour l'instant, il est très difficile de savoir exactement à quel point on en sait sur nous. On le voit des fois apparaître parce qu'on a fait une recherche avec un autre ordinateur et tout d'un coup, sur cet ordinateur qu'on utilise très peu, il y a quelque chose qu'on a cherché sur l'autre. Donc, on se dit qu'il y a eu un croisement. Mais en fait, il y a un besoin de peut-être légiférer ou d'approfondir la connaissance de ces données-là qui sont un peu obscures, ce que moi j'appelle dans l'angle mort. Définitivement, il y a un besoin et on sait par exemple que ces données-là sont utilisées et qu'à un moment donné, elles sont regroupées. Et l'exemple qui me vient, c'est Catherine qui en a parlé de Trump, mais quand il y a eu la limite du droit à l'avortement par la Cour suprême, il y a eu aux États-Unis par exemple des gouverneurs qui disaient « Nous allons croiser des données de géolocalisation avec des données venant d'une application pour connaître ces règles. Et on va exactement savoir quelle femme n'a pas ces règles et laquelle s'est promenée autour d'une clinique d'avortement. Et on va être capable de désanonymiser les données. Donc, ça va très loin. Et là, il n'y a pas de législation par rapport à ça. Donc, là, pour moi, il y a un angle mort qui est vraiment très problématique et un angle mort qui peut avoir des conséquences assez graves sur les libertés fondamentales. François? Je voulais simplement ajouter sur la valeur des données. Il y a déjà 10 ans, j'avais lu dans un livre de Bernard Harcourt qui s'appelle Exposed, donc ça fait quand même déjà longtemps. Lui, il montrait que les ensembles de données sur des électeurs qui provenaient d'États, donc des swing states, donc des États un peu plus clés, tendait à fluctuer au cours de la campagne électorale et on voyait vraiment que certaines données valaient beaucoup plus cher parce qu'elles pouvaient être utilisées d'une manière plus critique dans certaines élections, ce qui
peut, à un certain point, donc, remettre en question donc, l'égale chance des partis à faire valoir lorsque leurs prétentions ont été lues. Les partis qui ont beaucoup plus d'argent seraient capables de s'acheter des données meilleures, plus précises, etc. Ce qui peut être un enjeu en termes donc, d'égalité politique. Karine, vous avez utilisé un mot effrayant. La désanonymisation des données. C'est plus facile que ce serait supposé de l'être. Ça arrive souvent. Je ne sais pas. Au fond, on devrait être inquiet plus qu'autre chose. Je pose la question à propos de la législation. Est-ce que l'utilisation des données personnelles est sérieusement encadrée aujourd'hui au Québec, au Canada, ou on est encore dans la préhistoire de la chose? Je vais peut-être entamer une réponse, mais de ce que je sais, c'est assez récent, par exemple, au Québec, que les partis politiques sont assujettis donc, à la loi sur la protection des renseignements personnels. Si je ne me trompe pas, c'est depuis novembre 2023. Avant, il n'y avait pas vraiment de règles qui s'appliquaient, si je comprends bien. Et même encore là, par exemple, Élections Québec demande à ce qu'on resserre encore la vis pour qu'il n'ait plus à transmettre donc, des informations sur le sexe et l'âge des électeurs. Donc, malgré donc, l'application de la loi, il y aura encore donc, les partis seraient encore capables de collecter directement certaines données en demandant le consentement, bien entendu. Et ils peuvent acheter, si je comprends bien aussi, des ensembles de données qui sont collectées indirectement par des courtiers. Aujourd'hui, un parti politique qui voudrait faire la compétition électorale, comme tous les partis le font, en refusant les bases de données massives, est-ce qu'il est chaos technique avant même de commencer la compétition? Catherine. Je dirais que ça... J'aime pas donner des réponses si nuancées que ça, mais je pense que ça dépend. Disons qu'on est... ça dépend beaucoup des ressources des autres partis. C'est sûr que si on se lance dans... On veut défaire le bipartisme aux États-Unis, puis on arrive comme trop... Je veux dire, ça dépend des ressources des autres acteurs, ça dépend des... Mais un petit parti... en marge ou un parti qui n'a jamais pris le pouvoir encore peut avoir des stratégies super efficaces, moins coûteuses, par exemple sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, c'est une dynamique. Un parti s'inscrit dans un système de partis avec d'autres partis qui ont eux-mêmes des ressources. Donc, après ça, il ne faut pas... Je pense qu'il y a énormément d'inquiétudes à avoir, mais le Québec, de ce que je sais, puis dans une certaine mesure le Canada, en termes de granularité des données puis d'utilisation de renseignements personnels, il y a énormément de craintes à avoir, mais on est loin, loin des États-Unis, par exemple, ou même de d'autres contextes où il y a des fuites législatives qui font en sorte que à la fin, c'est presque une course du plus puissant économiquement, puis que les partis politiques peuvent financer de façon quasi limitée leur campagne. Là, en 2020, je pense que les campagnes américaines de tous les candidats ont coûté plus que 16 milliards, ce qui était le double de la campagne précédente. Puis ça, on voit l'augmentation de ces dépenses-là augmenter de façon continue depuis 20 ans. Alors que si on regarde la campagne de la CAQ au Québec lors des dernières élections, c'est un petit peu plus de 6 millions, ce qui est beaucoup. Mais je veux dire, on est dans une autre échelle. Puis sans ces ressources-là, ben, c'est difficile d'accéder à des courtiers de données puis à des bases de données personnelles qui valent extrêmement cher. Donc, il y a quand même un lien direct, je crois, entre l'encadrement législatif qui régule le financement des partis politiques, ce qui est permis comme dépense également, et jusqu'à quel point on peut aller en termes de ciblage électoral sur des données confidentielles ou individuelles. Donc, vous avez nommé les États-Unis, qui semble être un cas à part, encore une fois. Est-ce qu'il y a un pays ou une juridiction qui vous inspire pour l'encadrement de l'utilisation des données? François Boucher. Bien, peut-être qu'on peut souligner quand même les efforts de l'Union européenne. Je pense que c'est assez évident qu'ils ont eu une longueur d'avance avec le règlement général donc, sur la protection des données personnelles. Maintenant, on est en train de discuter même d'un projet de loi qui, je ne sais pas où on est rendu en Union européenne, mais justement, on cherche à limiter le micro-ciblage en limitant solidement la capacité de partis politiques à collecter des données.
Mais bon, c'est un point de tension en l'Union européenne. Il y a quand même certains désaccords pour cette dernière pièce de législation, mais je ne sais pas exactement où ils en sont rendus dans leur débat aujourd'hui même, mais dans les derniers mois, c'était une question assez importante quand même au niveau de l'Union européenne. Oui. En fait, le micro-ciblage est une partie des enjeux de données et effectivement en Europe, et on fait ça au Canada notamment avec le projet de loi C27 sur comment est-ce que ces données sont utilisées, parce que les données qui servent au micro-ciblage font quand même partie d'un portrait beaucoup plus large d'utilisation de données personnelles et on est en retard, de toute façon, je pense, partout, parce que même l'IA générative qui est arrivée il y a 2 ans, c'est comme si personne ne l'avait vue. Elle nous a vraiment frappé fortement et avec une grande puissance. Donc, mais quand même, on réagit. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que j'ai l'impression, au niveau de la législation, tranquillement en train de faire ce passage entre vie personnelle, où beaucoup de citoyens disent « moi, j'ai rien à cacher ». Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est plus que d'avoir rien à cacher. C'est toute ton identité de citoyen, parce qu'on en vient à ça aussi au Québec avec l'identité numérique. Donc, toute ton identité de citoyen, comment est-ce qu'on peut protéger ça? Et finalement, encore là, je reviens avec ce mot-là qui est un gros mot, mais important, sur la démocratie, parce que c'est ça qu'il y a en arrière de ça. Outre les données de ciblage pour les élections, mais toute la participation ou la représentation des citoyens, comment est-ce qu'ils sont vus par les systèmes d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'ils sont intégrés et comment est-ce que les outils qui ont intégré ces données sont déployés, ça finit par avoir une incidence sur le tissu social, sur la dynamique sociale et donc sur la démocratie. Je rebondirais sur ça rapidement. Bien, c'est un excellent point. Puis, un des problèmes aussi avec ça, c'est que, quand c'est utilisé justement à des fins électorales, il y a des segments qui sont plus, puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a des segments qui sont plus payants électoralement que d'autres. Donc, un parti dans des circonscriptions qui sont acquises ou qui sont perdues à l'avance, souvent, on consacrera très peu de ressources. Donc, maintenant, on est capable de se dire, bien, c'est dans cette région-là, c'est dans cette circonscription-là, mais c'est même ces personnes-là à qui je veux parler. C'est les gens qui vont peut-être voter pour moi ou que je veux m'assurer, que j'ai conquis, mais que je veux m'assurer d'encore avoir. Puis, un des impacts de ça, en fait, c'est qu'on risque de délaisser une partie de la population. C'est un peu la politique du juste assez, là, poussée à l'extrême. On sait de qui on a besoin pour gagner. Puis souvent, ça se gagne par des marges assez fines, mais les données qu'on a aujourd'hui nous permettent d'identifier ces gens-là. Donc, ça peut créer un climat on parle des fois de plus en plus de malaise démocratique, de cynisme. Donc, ça peut être une piste d'explication. Il y a plusieurs pistes d'explication qui sont avancées. Là. Il y en a qui disent que les médias, les institutions, la culture, mais une des pistes d'explication, souvent, c'est cette idée d'inclure une logique marchande en politique, puis de se mettre à parler à des électeurs, mais pas à tout le monde, de façon équitable. Donc, ça peut créer des problèmes démocratiques, effectivement. François Boucher, dernière intervention. Ensuite, on change de bloc. Aussi, pour rebondir, peut-être, je pense que ce que je vais dire ressemble beaucoup à ce que Karine a dit. C'est dans cette manière de collecter des données, par exemple, pour décider de l'agenda politique, de construire un programme politique, on peut faire ce qu'on appelle de l'écoute sociale. On prend des données sur les réseaux sociaux, voir qu'est-ce que les gens demandent, pourquoi ils sont mécontents. Et cette manière de faire de la politique traite un peu l'électeur d'une manière passive. Hein? On va le scruter, on va l'étudier, on collecte des données. Et il y a quelque chose d'inquiétant d'un point de vue démocratique à voir comme ça l'électeur simplement comme une ressource qui nous sert à collecter des données et qu'on peut influencer plutôt que de justement laisser les citoyens, l'électeur participer, prendre la parole eux-mêmes puis dire vraiment ce qu'ils veulent au lieu d'être épiés par différentes sources. On a parlé du consentement, on parle d'éthique, on parle de régulation. Parlons des effets sociologiques de l'intelligence artificielle. Donc, on a parlé beaucoup des bases de données, de l'information, mais ensuite, c'est moulinetté par des algorithmes et ça génère des contenus automatiques pour les gens. Et ce qu'on a vu, et c'est évident sur les réseaux sociaux, c'est la ségrégation de la société en des clubs homogènes qu'on appelle maintenant les chambres d'écho ou les caisses de résonance. Alors,
l'intelligence artificielle, elle est vraiment responsable, selon vous, d'une polarisation accrue de la société? À qui le veut? Catherine, elle est déjà prête. Je peux tenter une réponse, mais je pense que c'est très difficile d'identifier un responsable. Là. C'est la première chose que je dirais. Pour les chambres d'écho, c'est sûr que on peut, entre autres, pointer du doigt les algorithmes. On s'entend, puis ça fait partie de leur modèle d'affaires. Les algorithmes, les réseaux sociaux, ce qu'ils veulent, c'est des engagements, c'est que les internautes restent le plus longtemps possible sur l'application, qui réagissent, qui lisent. Donc oui, les algorithmes vont, puis évidemment de l'intelligence artificielle en arrière, faire en sorte qu'on soit exposé à des contenus qui sont de plus en plus homogènes, mais souvent aussi décontextualisés, extrêmes, ce qui peut augmenter aussi les risques de radicalisation, ce qui fait que c'est ça, on est enfermé dans des espèces de bulles de filtre ou de chambres d'écho, puis la communication devient, avec l'autre, avec un grand A, devient plus difficile. Puis là, je pense que je vais laisser mes collègues parler, mais en termes de responsabilité, je pense que c'est très partagé, mais c'est sûr qu'il y a un travail d'éducation à faire, mais d'un point de vue individuel, quand on est conscient de ça, je pense que c'est aussi notre rôle d'embrouiller les algorithmes puis de s'exposer à diverses sources puis à diverses perspectives. Puis ça, après ça, je pense que c'est une question aussi d'opinion sur le sujet, mais le citoyen, une fois qu'on lui donne les outils puis qui est conscient de ce phénomène-là, a, je crois, aussi un rôle à jouer pour être critique par rapport à l'information. Puis là, on ne parle pas de désinformation encore, mais tu sais, il y a il y a plusieurs trucs ici, là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a les médias sociaux, les algorithmes, il y a un aspect éducatif, mais il y a le citoyen individuellement aussi qui peut faire quelque chose. Karine Gentelet. Oui. Déjà, l'activité préférée de ma tante et de ma mère, qui ont 75 et 77 ans, c'est de truquer l'algorithme et d'essayer de le perdre. Donc, bon, à date, elles n'y sont pas arrivées, mais c'est dans leur passe-temps favori. Mais en fait, je vous amènerai, parce que les chambres d'écho, c'est intéressant quand on regarde les médias sociaux, mais il y a d'autres usages, notamment des algorithmes et de l'IA, qui est au niveau des services publics, par exemple, où finalement, ça amène d'autres types de chambres d'écho parce que les personnes, justement, parce qu'elles sont définies à partir de données qui ont été collectées et qui peut-être ne reflètent pas forcément toutes leurs caractéristiques pour diverses raisons, notamment parce qu'elles sont moins actives sur Internet. Autrement dit, les fractures numériques font qu'elles ne contribuent pas de la même manière, par exemple, de données de qualité qui les représentent. Et donc, quand ces données-là sont utilisées dans des outils d'aide à la prise de décision, par exemple dans le système public ou dans les entreprises privées, ça amène, si vous voulez, ça renforce les inégalités. Et ça, la littérature est très claire là-dessus. Le fait qu'on a des données qui ne sont pas représentatives, qui sont utilisées pour certains usages, fait qu'on se trouve à avoir des citoyens qui sont un peu enfermés dans des sortes de bulles sociales individuelles. Alors on le voit au niveau des médias sociaux où on a, quand on dit « oh là là, mais ça tourne sur Internet », non, c'est juste pour moi que ça tourne sur Internet, les autres ne voient absolument pas la même chose. Mais au niveau des services sociaux, c'est la même chose. On a presque des décisions qui sont prises en fonction de la particularité d'un citoyen, une particularité dont on pense qu'elle a été saisie correctement, puis en fait elle ne l'est pas. Et donc ça amène, si vous voulez, des citoyens qui fonctionnent dans des bulles fermées. Et c'est là où les sociologues tirent la sonnette d'alarme en disant mais que va-t-il advenir de la dynamique sociale? Parce que ce qu'on voit, c'est que souvent, quand on utilise des outils d'intelligence artificielle dans la prise de décision dans le service public, ce sont pour normalement des personnes qui auraient le plus besoin de services personnalisés faits par des êtres humains. Et donc, ce sont des personnes qui n'auront pas le choix d'avoir accès, donc de consentir à des services qui sont donnés par l'IA ou dont la première réponse sera par l'IA. Ils n'auront pas le choix de consentir. Et donc, finalement, ça crée des inégalités parce qu'il y a des gens qui auront l'opportunité de dire non, finalement on veut parler à une personne, on veut des services qui sont définis en fonction de nous, versus des personnes qui n'auront pas le choix. Et donc ça va renforcer les inégalités, ça va renforcer l'isolation de ces citoyens-là. Et donc quand on regarde à une échelle plus large au niveau sociétal, tout ce qu'on appelle la dynamique sociale, le tissu social, je reviens avec ces mots-là parce qu'ils sont importants, et finalement la justice sociale, parce que c'est ça au final, la solidarité, il y a des enjeux parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'est pas représentés tous pareils, et on tourne finalement sur nous-mêmes. Ouais.
Je vais juste dire aussi que donc les phénomènes ou les dynamiques sociales qui relèvent du phénomène de chambre d'écho ou encore des bulles de filtre ou de la polarisation, donc ce sont des choses qui sont amplifiées par l'intelligence artificielle, par la sphère numérique, mais ce ne sont pas des réalités qui sont créées de toutes pièces par ces nouveaux outils. Déjà, des chercheurs en sciences sociales montraient, par exemple, comment, en prenant des groupes qui ont des opinions diverses, on les fait discuter ensemble, il y a de la polarisation qui va se créer, on va sentir qu'on appartient à une équipe, on va avoir un biais de confirmation, quelque chose de très naturel, où on va donner plus de crédit aux gens qui pensent comme nous et moins à ceux qui pensent différemment. Et donc l'intelligence artificielle va amplifier ça, mais ce n'est pas quelque chose qui va être créé par ça. Et là, il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes d'usages qu'on peut mentionner qui vont amplifier ces réalités-là. L'usage de chatbots, par exemple, qu'on va combiner à des chambres d'écho. On va cibler des gens qui sont susceptibles de réagir ou d'être convaincus par une certaine opinion, puis on peut avoir des fermes carrément de robots conversationnels qui vont amplifier les messages. Donc tout ça a un effet qui est très puissant, mais encore une fois, c'est des dynamiques sociales qui préexistaient à l'ère du numérique et à l'intelligence artificielle qu'on vient amplifier. Mais on peut faire un usage de certaines technologies, de l'IA, pour aussi chercher à contrer aussi ces phénomènes-là de chambre d'écho ou de polarisation. Il y a des gens, par exemple, qui entraînent des grands modèles de langage pour leur donner une personnalité politique dans le but explicite de confronter des gens à le camp adverse. Donc, par exemple, un chatbot républicain qu'on exposerait déjà avec des opinions déjà démocrates dans le contexte américain, comme ça, pour un peu sortir les gens de leur chambre d'écho, de certaines dynamiques. C'est quelque chose qui est possible quand même si on en fait un usage judicieux, mais effectivement, il y a des risques d'amplifier ces dynamiques-là. Puis, rapidement, Karine parlait d'injustice puis de solidarité, mais il y a aussi, c'est vrai, c'est un paradoxe, l'intelligence artificielle peut aussi servir à la limite de fact-checking pour filtrer la vraie information, de la désinformation, de la mésinformation, c'est un beau paradoxe. Mais quand on parle justement d'injustice, de polarisation, il ne faut pas oublier aussi que une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut avoir un usage très critique d'outils comme ChatGPT, par exemple, ou d'autres logiciels d'IA générés comme ceux-là, c'est parce que ça peut notamment aussi renforcer des stéréotypes et des biais qui existent déjà. Un algorithme d'intelligence artificielle, par exemple, comme ChatGPT, est entraîné sur des contenus qui existent, des contenus dans lesquels il y a des préjugés et des stéréotypes. Donc, si moi, j'entraîne un algorithme à partir de, je ne sais pas moi, une base de textes qui sont remplis de mes informations, par exemple, mon algorithme, il va être super niaiseux, il va générer des trucs qui ne sont pas vrais. Puis de la même façon, si je l'entraîne sur des données dans lesquelles il y a des biais et des stéréotypes, bien, je vais recréer ces biais et ces stéréotypes-là. Donc, on peut penser à des groupes marginalisés ou qui ont tendance à avoir moins voix au chapitre, qui peuvent se retrouver encore plus marginalisés via l'usage d'outils d'intelligence artificielle. Donc, il y a la polarisation, oui, mais il y a aussi tout l'aspect de biais, puis de préjugés, puis de stéréotypes qui peuvent être nourris aussi à travers ces techniques-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi où ça peut être assez glissant, là. Karine, je sais que vous avez quelque chose à dire. Je reviens à François dans quelques secondes. Oui, j'ai lu vos textes. Je sais que les enjeux de société et les inégalités, c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe. Et je vous pose la question comme ça, là. Ça a déjà un peu été abordé. Quels sont les groupes qui sont les moins favorisés par l'intelligence artificielle et les plus même heurtés par ces technologies? Alors, je vais vous surprendre. Ceux qui le sont déjà dans la société, et je pense que c'est mon collègue qui l'a dit, ce sont exactement les mêmes. Donc, ce n'est pas un problème d'intelligence artificielle, c'est un problème de marginalisation sociale, d'invisibilité sociale qui est renforcée par l'IA. L'IA, en fait, c'est une technologie qui s'appuie sur des pratiques existantes. Ce qu'on voit de l'IA et ce qu'elle a un peu de spécifique, c'est que la littérature montre que ça amplifie du fait de la, on va dire, séparation, en tout cas de la mise en bulle, je vais le dire comme ça pour aujourd'hui, des personnes, des individus et de la stigmatisation des groupes. Mais ça fait du chemin sur ce qui existe déjà. Donc tout groupe qui est déjà marginalisé socialement, politiquement, historiquement, culturellement, name it, excusez-moi pour l'anglicisme, mais
vont être justement marginalisés par l'intelligence artificielle, par les usages de l'intelligence artificielle, en fait, pas par l'intelligence, mais par les usages qu'on en fait, et c'est ça qui est préoccupant. François? Ouais. Ben, effectivement, on pourrait toujours penser qu'en ayant des meilleures données, on va avoir des résultats meilleurs, donc une IA qui serait moins équipée, donc qui serait moins discriminatoire, moins biaisée. Mais en réalité, il y a une limite indépassable à tout ça. L'IA va refléter la position, le point de vue des gens qui produisent des données. Alors, il y a des segments de la population marginalisés qui produisent très, très peu de données ou carrément pas de données, et eux, leur voix, leur perspective restent invisibles et pas prises en compte. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant. On ne peut pas forcer les gens à se connecter, à avoir des téléphones intelligents, à aller sur les réseaux sociaux pour produire des données, pour être mieux représentés. Je pense qu'il y a une liberté fondamentale, serait une liberté de ne pas être connecté, de ne pas utiliser certains outils. Et donc, c'est très difficile donc, de dépasser, je pense, cette limite-là. Si on veut vraiment respecter la liberté de tous, de ne pas avoir de téléphone intelligent, de maison intelligente, ultra connectée, où on collecte des données surtout. Donc, c'est un problème assez important. Ouais. Oh. Et on sait maintenant que, justement, ces biais qui sont, au fond, issus de l'histoire humaine, qui sont reproduits, justement, dans les bases de données, les programmeurs essaient de les corriger en essayant, justement, d'apporter et de forcer des nuances, entre autres, sur la représentation, pour que ce soit des femmes, des fois des femmes noires qui soient l'image d'un PDG d'entreprise, etc. Mais des fois, on dirait que ces petites lignes de code pour corriger les biais donnent des situations qui sont aussi grotesques des fois que ce qu'on essaie de corriger. Par exemple, lorsqu'on demande l'image de l'armée américaine durant la Deuxième Guerre mondiale, ils montrent des hommes et des femmes alignés alors que c'était pas comme ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, penser que cela peut être réglé par un problème technique, c'est se leurrer, parce que clairement, ce n'est pas ça. Et je pense que c'est aussi pas juste de mettre uniquement la correction des biais sur l'épaule des développeurs. Certes, il faut que les développeurs aient notamment des cours d'éthique, des cours en sciences sociales, etc., renforcer, étant donné l'importance maintenant, renforcer le curriculum de formation. Mais je crois qu'on doit enlever cette responsabilité-là sur leurs épaules, pas juste sur leurs épaules, parce que l'impact est tel maintenant qu'on ne peut plus se permettre de dire c'est de la faute des développeurs, ça doit être une responsabilité collective. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, certains groupes et certains universitaires appellent à ce qu'il y ait une régulation pour que la décision soit collective, pour que collectivement on se dise OK, non, il y a un problème clairement de discrimination avec un groupe précis, on l'a vu, ça a été documenté, il faut faire quelque chose parce qu'encore là, ce n'est pas un enjeu de données, ce n'est pas un enjeu d'IA, c'est un enjeu social, sociétal et de justice et de solidarité. Et on le sait notamment au Québec, on a un certain nombre de valeurs par rapport à la justice sociale, par rapport à comment est-ce qu'on veut, on veut aider les gens ou venir en aide. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit arriver au niveau collectif et ne pas mettre juste ça sur l'épaule des développeurs. Et à un moment donné, j'étais en Europe et je discutais avec des gens qui disaient, ben voilà, moi j'ai développé un super outil, j'ai vraiment on a mis énormément de temps au niveau éthique, on a consulté les populations concernées en amont, etc. On l'a mis sur le marché et l'entreprise pour laquelle on a développé s'est fait racheter. Et l'outil pour lequel on a mis tant de temps à développer, qu'on a fait de manière éthique, il est utilisé pour d'autres fins. Il dit, je fais quoi, moi ? Donc, il y a même, si vous voulez, un problème de se dire, mais j'ai contribué à quelque chose. Donc, je ne dirais pas c'est un désespoir, mais il y a besoin aussi d'enlever cette responsabilité sur le dos des développeurs parce qu'ils se disent, mais je vois ce que je fais, j'en prends conscience en lisant la littérature, et ça, ce n'est pas normal que ça, ce soit juste sur ceux qui font l'IA. Je sais que tous les deux, vous vous intéressez à la théorie démocratique, en tout cas. François Boucher, c'était la thèse du doctorat et plusieurs articles. Et je vous écoute et j'entends l'intelligence artificielle, les bases de données. C'est un problème démocratique, entre autres au niveau des représentations,
l'IA représente la société en reconduisant des biais. Et pourtant, la représentation de la société, ça doit être un sujet démocratique. On doit pouvoir permettre aux gens. Et au fond, c'est peut-être une des questions, un des enjeux démocratiques les plus importants d'aujourd'hui. François Boucher. La question est immense. C'est un enjeu démocratique de plusieurs manières, je crois. Comme on le disait, hein, il faut peut-être... Donc, ce matin, je lisais un article dans lequel on disait, par exemple, au moment des grandes avancées scientifiques, il y a quelques décennies, lorsqu'aux États-Unis, on décidait de créer un programme spatial pour envoyer des hommes sur la Lune, mais c'était quelque chose qui relevait quand même de l'État. Les gens avaient un mot à dire. Maintenant, on crée de nouvelles intelligences artificielles très, très performantes. Et les développeurs qui le font très souvent en violant des droits d'auteur. On le voit avec les poursuites, par exemple, que le New York Times fait contre OpenAI. Il y a eu tout le cas de Scarlett Johansson la semaine dernière, hein, dont la voix semble avoir été clonée. Et donc, il semble que le développement se fait peu importe ce que le citoyen a à en dire, même donc des citoyens américains. Et là, si on pense à des citoyens québécois, canadiens, qui sont affectés par ce que des compagnies font ailleurs. Effectivement, il y a peu de contrôle démocratique, mais d'un autre côté, ces outils-là sont utilisés dans le processus électoral, dans le processus de délibération démocratique et créent toutes sortes de nouveaux enjeux. Donc, on en a mentionné plusieurs déjà, et il y en aurait d'autres aussi à mentionner avec l'hypertrucage, la désinformation, tout ça. Donc, c'est effectivement... C'est pas juste un enjeu démocratique, c'est plusieurs enjeux démocratiques qui s'enchaînent et qui s'emboîtent les uns dans les autres, je crois. Oui. Vraiment une ou deux phrases, mais puis on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais un des paradoxes avec ça, c'est que oui, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu de justice sociale, c'est un enjeu de transparence, tout ce qui en découle, mais un des paradoxes, c'est aussi que l'intelligence artificielle en soi, c'est un outil hyper puissant. Puis le problème, je pense, c'est vraiment les usages qu'on en fait. Mais l'intelligence artificielle, puis bon, j'ai aimé l'expression de 50 nuances de gris, là, mais c'est ça aussi, c'est que l'intelligence artificielle peut être un outil hyper efficace, puis hyper pratique, peut permettre, puis là, la liste est hyper longue, puis je veux dire, ça sort un peu de mon champ de compétences, mais tu sais, en santé, organisation du développement durable, la gestion des transports urbains, j'en passe, le nettoyage d'océans, je veux dire, il y a énormément de sphères de la vie publique où l'intelligence artificielle peut être un outil d'aide à la décision majestueux. Donc, c'est un des enjeux, en fait, c'est de savoir comment s'en servir, où sont les limites, comment on l'encadre. Mais il y a énormément de potentiel aussi. Donc, c'est d'autant plus complexe. Ouais. Je pose une question là, qui relève de l'éthique. Est-ce que, je devine un peu votre réponse, les acteurs démocratiques devraient pouvoir utiliser des outils dont la conception et le fonctionnement sont opaques? François Boucher. Ah, non, Karine? Peut-être, je pense qu'on aura tous quelque chose. Peut-être je vais entamer. Bien, ça dépend de quelle opacité on parle. Si on parle de l'opacité qui est intrinsèque aux algorithmes d'apprentissage automatique, hein, ou même les chercheurs de grand niveau comme Yoshua Bengio le disent, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des réseaux de neurones, hein, qui se recalibrent constamment en fonction des données sur lesquelles ils sont entraînés. Ça, c'est une forme d'opacité. Une autre forme d'opacité, c'est justement de savoir une entreprise qui développe un système d'intelligence artificielle, si on ne sait pas sur quelles données elle a été entraînée, comment c'est utilisé, par exemple, pour cibler un électeur, par exemple. Là, c'est un peu plus problématique. Par exemple, c'est beaucoup plus problématique qu'un parti politique cible différents segments de la population avec différents messages sans que la population soit informée, sans que l'électeur soit informé des critères en vertu duquel il a été profilé, en vertu duquel il est ciblé. C'est beaucoup plus problématique que l'opacité peut-être intrinsèque qui semble affecter donc la constitution des grands modèles de langage. Et qu'on commence à peine à percer, mais à une échelle toute petite. Hein. Dans les dernières semaines, il semble y avoir des avancées, mais c'est très, très petit.
Je vous écoutais tout à l'heure, Catherine. Vous nous dites, intelligence artificielle, au fond, c'est la même réflexion qu'on a eue sur tous les outils dans l'histoire de l'humanité. Qui est responsable de l'utilisation d'un outil? À quelle fin on met cet outil? Il y a des gens qui sont tentés par le statu quo ante. Dans le monde des médias, sur certains sites web, des gens voudraient fonctionner avec une sorte de certification sans intelligence artificielle. Est-ce que c'est réaliste, ça, de penser pouvoir continuer de fonctionner sans ou contre l'intelligence artificielle, les bases de données massives? Ça a un coût énorme pour une organisation qui ferait un choix comme celui-là. OK, j'ai réussi. J'ai réussi à un silence. C'est pas une réponse très originale. Peut-être que vous aurez quelque chose à dire, mais moi, disons que j'étais stratège pour cette organisation-là, je leur dirais c'est peut-être beaucoup plus stratégique d'utiliser l'intelligence artificielle, mais de bien l'utiliser. Parce que si on... je veux dire, je suis pas une développeur, là, mais si on l'utilise de façon éthique, en sachant un peu les fuites potentielles, puis en s'assurant le plus possible d'avoir un algorithme qui est entraîné sur des données représentatives. Je veux dire, il y a des façons d'utiliser l'IA intelligemment aussi. Puis même moi, dans mon domaine, ça me fait un auxiliaire de recherche extraordinaire, ChatGPT. Là, je l'utilise pas pour tout, mais générer un CV de façon automatisée, c'est pratique. Il y a différentes façons d'utiliser l'intelligence artificielle, corriger de la il y a une multitude de tâches, puis c'est une discussion qu'on a avec des collègues aussi. Là, je suis pas la seule à faire ça, mais je pense encore une fois que ça revient à l'idée de savoir bien l'utiliser, de s'en passer complètement. C'est d'un point de vue individuel, je veux dire, même comme consommateur, on est exposé à des algorithmes et à de l'intelligence artificielle tous les jours. Donc, je pense que c'est un petit peu compliqué, là. C'est un phénomène, je crois, qui est là pour rester et avec lequel il faut apprendre à composer personnellement. Quelque chose? Ah, finalement, vous avez quelque chose à dire pour cette question-là? Oui. OK. OK. Bien, juste en termes de... Tu parlais de certification, Guillaume. Un peu comme il y aurait des gens qui ne veulent pas d'OGM ou biologique, etc. Peut-être une petite portion des gens seraient puristes puis voudraient faire confiance seulement à des trucs sans intelligence artificielle. Ah, OK. Sans doute. OK, j'avais autre chose en tête, parce qu'il y a toute une discussion justement de certifier certains systèmes d'intelligence artificielle, ce qui impliquerait qu'il y ait des experts, par exemple, qui sont indépendants et impartials par rapport aux grands développeurs, donc aux grandes entreprises qui développent ces systèmes d'intelligence artificielle-là. Il y a un grand cynisme à aller vers là. Hein. On pense que ces géants du Web sont tellement puissants, tellement grands, qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, qu'on ne pourrait pas leur imposer une sorte de certification. Mais bon, dans d'autres domaines d'activité, on a réussi à soulever donc ces obstacles-là. On a des autorités des marchés, par exemple, qui regardent ce que des systèmes d'intelligence artificielle en trading font. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a réussi à imposer donc des normes ISO, des normes de certification, malgré la réticence de l'industrie. Puis ça ne semble pas avoir été une chose qui a remis en question l'innovation aussi. Et le secret commercial. Il y a moyen de préserver le secret commercial par les gens qui font des audits, peuvent être soumis à des devoirs de confidentialité, etc. Donc, il y a des solutions et on peut être quand même optimiste par rapport à ça. On peut dépasser l'espèce de cynisme qui semble nous paralyser présentement. Moi, je rajouterais, de mon point de vue de sociologue, je pense que c'est important dans toute société qui est mature de ne pas polariser les choses. D'un point de vue citoyen, je ne pense pas que je puisse fonctionner sans intelligence artificielle. Donc, est-ce que un retour en arrière est possible ou vraiment, comme on dit, opt-out complètement, plus d'intelligence artificielle? J'ai du mal à le penser comme citoyenne. Mais comme sociologue, je pense qu'il faut continuer à cheminer collectivement et essayer de trouver les conditions d'utilisation. Qu'est-ce qui fait notre affaire? Qu'est-ce qui ne fait pas notre affaire? Et souvent, ce que j'utilise comme exemple, c'est les décisions qu'on a prises en médecine avec le clonage, par exemple. À un moment donné, on est arrivé en disant « mais non, le clonage, on n'en veut pas » et on décide. Mais ça s'est fait après des réflexions à un niveau assez institutionnel, aussi auprès des citoyens, de se dire
c'est pas blanc, c'est pas noir, encore là, c'est gris. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme société? Quelles conditions est-ce qu'on peut faire émerger? Quelles régulations est-ce qu'on peut faire émerger pour que ce soit qu'on en tire des profits et qu'on en limite les impacts négatifs? Parce qu'on n'arrivera pas à les enlever complètement, mais au moins en limiter certains pour des éléments qu'on juge essentiels. Mais je pense que ça va être important qu'on arrête, parce que j'ai vu quand même une évolution depuis que je suis dans ce champ-là, où à un moment donné, quand on était contre l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quand on était critique, on était contre. Pendant très longtemps. Et c'était vraiment extrêmement difficile. On disait, ah, mais moi je me suis fait dire, Madame Gentelet, de toute façon, professeur, vous êtes contre, vous êtes trop critique, etc. Maintenant, on commence à dire, ah, ok, ça change, on voit qu'il y a des impacts, parce que les réflexions collectives avancent. Et je pense qu'il faut arriver à ça en disant, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, comment est-ce qu'on peut trouver le chemin entre les deux et continuer cette réflexion-là. OK, vous trouvez qu'il y a une sérieuse maturation des positions il y a une maturation, sérieuse, j'en sais rien, mais il y a une maturation, on avance. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a toujours deux camps très extrêmes qui s'affrontent. Il y en a qui nous disent on va entrer dans un monde totalitaire à cause de cette nouvelle technologie, que ça pourrait être l'Internet. Et le camp d'en face qui pense que tous les problèmes seront réglés. Entre ces deux extrêmes, la réalité, mais aussi la modération. Et donc, je vous sens pas trop cynique quand même. Vous avez de l'espoir. J'allais vous poser la question, c'est possible d'avoir le dessus sur les géants du web avec ce qu'on voit aujourd'hui entre Facebook et le gouvernement fédéral. C'est un véritable bras de fer, il y a un rapport de force. Vous y croyez à la régulation? Oula, deuxième question qui demande un soupir avant de répondre. De tous, les trois, je pense. Ben, en fait, moi, j'y crois. Enfin, et c'est là où je ne sais plus qui va parler. Autrement dit, est-ce que c'est Karine la citoyenne ou la sociologue? Mais je pense que la régulation, il faut ne pas lâcher, définitivement. Je crois beaucoup que c'est une question de volonté politique et que la régulation reste quand même quelque chose qui est important, parce que c'est comme ça que les sociétés humaines et les sociétés basées sur le respect des droits ont progressé et ont intégré. C'est quand même pas la première technologie qu'on intègre. Okay? Il y en a eu depuis la nuit des temps et qui ont été, on va dire, assez disruptives sur le tissu social, la dynamique sociétale. On a réussi à les intégrer. Celle-là, elle est certes différente, mais ça reste une technologie. Donc, il faut continuer à réfléchir et je pense qu'il faut la réguler. Est-ce qu'on aura une régulation qui va tout régler? Non, probablement pas. Il va y avoir des itérations, on va changer, mais c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on protège, y compris les personnes qui sont les plus marginalisées et qui subissent des impacts les pires, pour lesquels, comme société, on n'est pas d'accord et pour lesquels on essaye d'en limiter les effets. Puis, il faut voir aussi qu'en tant que Québécois et Canadiens, on n'est pas seul dans cette lutte-là. Hein. C'est pas uniquement un bras de fer que les géants du web et les géants de l'IA font individuellement avec chaque État. Donc, il y a des regroupements, par exemple, d'États qui cherchent des solutions, qui se concertent pour harmoniser leurs régulations. Et même lorsqu'on pense le bras de fer en termes d'un État contre une ou deux compagnies, il faut avoir, par exemple, en tête l'exemple de l'Union européenne, qui, avec son règlement général sur la protection des données, a quand même changé les pratiques des géants du web partout sur la planète, qui ont modifié, changé leur façon de faire en raison de l'extraterritorialité qu'il y a dans ce règlement-là. Bon, ça s'applique à des usages même hors de l'Union européenne. Donc, ça peut avoir un effet beaucoup plus diffus que uniquement sur le territoire de l'Union européenne. Donc, il y a quand même, on peut se permettre d'espérer effectivement qu'il y ait des régulations qui vont un peu changer la donne. Et puis même, donc, aux États-Unis, je pense que les enjeux électoraux sont beaucoup plus chauds, disons, qu'ils ne sont ici. Il y a un intérêt à réguler donc certaines pratiques comme celle des hypertrucages, qui est beaucoup plus réglementée aux États-Unis qu'elle l'est ici, par exemple. Donc, il y a quand même, il y a de l'espoir quand même, mais effectivement, le risque est là et il y a véritablement un bras de fer qui est en train de se jouer maintenant.
clore sur cette question-là, on a parlé de régulation, puis je pense que là, je répondrai un peu en côté en parlant aussi d'éducation. Je pense que c'est comme l'autre côté de la médaille où il faut investir. Puis bon, évidemment, encore une fois, tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, les médias, entre autres. On sait que au-delà de la régulation, des citoyens qui sont mal informés ou qui n'ont pas les outils pour être critiques face à ça, c'est des citoyens souvent qui vont être plus facilement manipulables. Puis là, si je peux faire pas une anecdote, mais un pas à côté sur Datagochi, parce que c'est quand même ça sur quoi je travaille presque temps plein. C'est un cas d'usage où, justement, on s'est un peu cassé la tête pour avoir un modèle qui était explicable. Tu sais, le modèle Datagochi prédit le vote en fonction des habitudes de vie. On a testé de multiples modèles avec des données qu'on a utilisées pour entraîner un algorithme. Puis on a écarté les réseaux de neurones, la liste de modèles qui sont des boîtes noires, qui prédisent bien, mais on ne sait pas pourquoi la prédiction est réussie. Elle réussit, mais on n'est pas capable de savoir les raisons pour lesquelles ça fonctionne. On les a écartés pour qu'à la fin, justement, l'utilisateur puisse jouer avec les données puis comprendre si je change telle variable, je change ma couleur de cheveux, ça ne change rien. Si je bois du café Tim Hortons, ben ça change un peu, mais si je change ma langue, là, ça change beaucoup la prédiction. Donc, je pense que, oui, il y a la régulation, mais les chercheurs, les médias, le citoyen lui-même, d'un autre côté, on peut éduquer justement au fonctionnement de ces outils-là. Puis je pense que quand c'est possible, en tout cas, nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire depuis le début, de faire des modèles, d'entraîner des modèles qui sont intelligibles et explicables. Donc, le commun des mortels est capable peut-être pas capable de comprendre en arrière ce qui se passe, qui est plutôt complexe, mais ça lui permet quand même de comprendre pourquoi il y a eu cette prédiction-là. Puis ça, je pense que c'est une autre façon de faire un pas dans la bonne direction. Donc, on a parlé de la responsabilité des entreprises, des lois qu'il faut faire, des partis politiques, des lois à faire dans les parlements, et les citoyens. Vous savez, juste pour montrer que j'ai un peu de culture générale, il faut se faire plaisir une fois de temps en temps. Lors de la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme et citoyens, il y avait la moitié des articles qui concernaient les droits des personnes, mais l'autre moitié des articles concernait les devoirs du citoyen. Éventuellement, les devoirs ont été évacués des chartes de droits, parce que c'est un peu trop compliqué. Mais selon vous, là, est-ce que les citoyens ont aussi des devoirs en matière d'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? Partager des contenus frauduleux, etc. Je vous mets sur une piste. Bien, disons, des devoirs, disons, moraux, hein, pas des devoirs légaux. Donc, ouais. Ben oui, il y a un devoir de vigilance, ça c'est clair, hein, parce que donc il y a un phénomène de désinformation où des faux contenus sont produits délibérément, mais il y a aussi de la mésinformation, donc il y a des informations fausses qui circulent sans que ce soit délibéré. Donc, je pense qu'il y a un effort de vigilance de la part de tous à faire, de bien s'informer, non seulement sur la manière dont les algorithmes fonctionnent, sur l'étendue de leur usage dans la société, mais peut-être aussi un certain effort de littératie à faire au niveau des biais cognitifs, hein, qui sont mobilisés dans certaines campagnes de désinformation. Mais donc, c'est ça, développer un esprit critique, ça, je pense qu'effectivement, c'est un devoir mais ça ne doit pas reposer entièrement sur les épaules des individus. Il faut que, derrière tout ça, l'État fasse un effort, hein, de promotion de la littératie numérique, et encore une fois, pas juste à l'école, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus à l'école, qui sont déjà des travailleurs, donc il faut aussi chercher, je pense, à faire de la formation continue dans tous les domaines professionnels pour outiller toute personne, pour qu'ils puissent, hein, suivre ce devoir de vigilance. Moi, je pense que les citoyens ont le devoir de demander des comptes. Et parce qu'actuellement, au Québec, au Canada, on pense qu'il y a un certain nombre d'outils d'aide à la prise de décision qui sont utilisés. Il est très difficile de savoir. On sait par exemple que Immigration Canada utilise Chinook. Très difficile de savoir exactement quel type d'intelligence artificielle il y a en arrière. Et donc, on sait que la police utilise des outils de reconnaissance faciale.
On l'a vu pendant la pandémie, je pense que c'était la police de Québec, il y a quelqu'un qui avait potentiellement la COVID qui était sorti, et le chef de police a dit « Ah, mais on a désanonymisé les données et on l'a retrouvé. » Bon, donc on sait que visiblement, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas publiquement? Donc je pense que les citoyens, et donc comme citoyens, ont l'obligation de demander des comptes et de dire voilà, il est nécessaire maintenant qu'il y ait une régulation, qu'il y ait une certaine transparence. Est-ce qu'on demande des audits de données? Est-ce qu'on demande des audits sur quel type d'outils ont été utilisés, etc. Ça, je pense que c'est une autre des obligations des citoyens pour justement qu'on arrive à avoir un peu plus de transparence dans le système. Le devoir de demander des comptes. Eh bien là, ça fait 1 heure que vous répondez à des questions sur l'intelligence artificielle. Et c'est l'heure, donc, d'ouvrir le micro du public. Et vous avez l'air d'un public inspiré. Je vous l'ai peut-être déjà dit au début. Alors, qui osera briser la glace et poser la toute première question? Vous êtes bien réchauffé, donc là, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Oui. On vous attend. Bonjour. J'ai allé avec 3 questions rapides. Peut-être ça peut bien lancer la période de questions. La première, ce serait, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser la fonction publique? Là, on en parlait dans les dernières minutes. C'est une avenue qui est envisagée notamment pour réduire la bureaucratie, donner les meilleurs services plus efficaces aux citoyens et tout ça. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Deuxième question, j'aimerais vous entendre sur la place de la culture québécoise dans l'intelligence artificielle. Parce que là, il y a un petit pari là, au Parlement présentement, là, la publicité de Desjardins là, sur les patriotes. Bien du monde qui pense que c'est une erreur d'intelligence artificielle. Parce que quand on teste, c'est difficile de faire sortir un visuel là, qui parle des patriotes au Québec, par exemple. Donc, au niveau de la culture, troisième question, on voit qu'il y a des grands clans idéologiques politiques qui développent chacun de leur côté de l'intelligence artificielle. Je pense à Elon Musk, là, qui développe son intelligence artificielle parce qu'il dit que les autres moteurs sont trop woke, par exemple. Puis là, bien, les autres disent que son intelligence artificielle est peut-être trop conservatrice ou libertarienne, etc. Donc, est-ce que les prochaines grandes victoires idéologiques, politiques vont se faire grâce à le moteur d'intelligence artificielle qui va être développé là, par ces familles politiques-là? Est-ce qu'on répond chacun aux 3 questions? Comme au buffet, là, vous prenez l'une des 3 questions. Bien, je rebondis sur la première question. Oui, je pense qu'on peut optimiser les services publics dans beaucoup de domaines. Par contre, je le reconnais totalement, et c'est important de le dire, puis il ne faudrait pas se priver des gains d'efficacité qu'on peut faire grâce à tout ça, mais en offrant des services au public, il faut toujours se souvenir qu'il y a des individus, il y a des citoyens et citoyennes qui ont un niveau de littératie numérique peut-être moins approfondi. Il ne faut pas laisser ces gens-là de côté. Hein. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait des options non numériques, non connectées pour recevoir des services, pour parler à un vrai être humain. Donc, par exemple, pour s'inscrire sur une liste électorale, il ne faudrait pas que ce soit un service entièrement en ligne, automatisé, etc. Donc, c'est ça. Je pense que c'est important de prendre en compte la fracture numérique et d'offrir des voies donc, non connectées ou qui ne font pas affaire avec de l'IA pour ceux qui sont plus réticents. Ensuite de ça, pour la dernière question, il ne faut pas oublier encore une fois que l'intelligence artificielle générative se nourrit de contenus qui sont donc produits par des êtres humains. Et donc, s'il y a de la création, des innovations, je pense que ça va encore venir donc des efforts donc, de pensée donc, des citoyens. Quoiqu'encore une fois, on peut amplifier des messages, on peut en invisibiliser d'autres. Donc, c'est une question assez complexe, mais je pense que les avancées, les transformations idéologiques vont probablement encore venir d'êtres humains en chair et en os, mais ils vont peut-être utiliser des outils d'intelligence artificielle pour faire de la recherche, pour extraire de l'information, pour rédiger un peu, etc. Et j'ai oublié la deuxième question.
Rapidement, je pense qu'il y a un enjeu de découvrabilité. Hein. Donc, récemment, il y avait une étude qui montrait à quel point sur Spotify, les Québécois avaient tendance à écouter de la musique en anglais qui était produite ailleurs. Je pense que c'était uniquement 10% des contenus écoutés sur Spotify qui étaient faits par des artistes québécois francophones. Donc là, il faut peut-être mieux représenter la culture québécoise dans les données qui vont entraîner ces modèles-là, qui vont faire du référencement. Mais effectivement, il y a un enjeu, je pense, de découvrabilité. Je pense que ça doit être quelque chose qu'on prend tout à fait au sérieux. Je pense que je laisserai les autres. J'ai l'impression d'avoir parlé beaucoup. C'est correct? Je n'ai pas la réponse à tout, mais je pense que c'est une question de reddition de compte. C'est toujours pareil. Par exemple, Desjardins, est-ce qu'il y avait une indication à l'effet que cette photo avait été générée par de l'IA? C'est une question de transparence. Je pense que c'est ce genre de choses. La même chose quand on va utiliser des outils dans la fonction publique, des outils d'intelligence artificielle, savoir quel type d'outils et qu'il y a un processus d'évaluation. Il y a des... OK, on le met en place. Est-ce qu'il est possible d'avoir de la rétroaction? Savoir est-ce qu'il y a eu des effets négatifs? Est-ce qu'il y a eu des effets positifs? Parce qu'effectivement, ça amène une telle révolution et une telle amélioration de services sur à plein de niveaux, y compris pour la littératie numérique. Par exemple, on peut avoir des outils qui aident à comprendre. On le voit par exemple dans le système de la justice. Il y a des outils qui... on va dire, vulgarisent l'information juridique pour qu'elle soit comprenable par une variété de justiciables. Mais encore là, c'est d'avoir suffisamment de transparence et de processus où il est possible d'avoir de la rétroaction, et c'est ça qu'on n'a pas actuellement. Donc je pense que c'est une des réponses. Sur le fait que ce soit idéologique, en fait, je suis presque contente que ça se passe comme ça, parce qu'on a encore cette idée que la technologie, c'est universel, c'est neutre, et que c'est beau, bon, pas cher, ça résout tout. Non, y a rien. C'est Kate Crawford qui disait, on ne peut plus humain. C'est fait par des humains, développé par des humains. Les données sont rentrées par des humains dans le Sud. Il y a des centres de données où les gens, d'ailleurs, ont des problèmes de santé mentale parce que c'est eux qui font de la modération de contenu et ils rentrent des horreurs. Ils sont obligés de voir des horreurs. Donc, on ne peut plus humain. Et donc, parce que c'est humain, comme disait l'autre, là où il y a de l'hommerie, il y a des enjeux comme ça. Et donc, c'est effectivement idéologique, et donc, il peut y en avoir une IA de droite, une IA de gauche, une IA, etc. Et ça va rester comme ça. Je pense qu'on n'aura pas d'IA qui sera transversale et qui rejoindra tout le monde. Et, ouais, c'est ma réponse. J'ai rien à ajouter. Je pense que c'est des réponses assez complètes. Tout a été dit. Alors, si... On a encore un peu de temps. En liste? Allez-y. Merci, bonsoir à tous. Je suis Max et je suis originaire d'Haïti et j'étudie présentement à l'Université Laval en relations publiques et journalisme aussi. Je suis journaliste. Alors, j'ai cofondé à Haïti l'Observatoire du numérique et j'étais particulièrement intéressé. Je vous félicite pour la qualité de vos interventions et c'est vraiment très enrichissant. Alors, j'ai écouté avec attention certains arguments et explications que vous avez avancées. Je me demande, est-ce que nous ne devrions pas sincériser l'intelligence artificielle? Ce que j'entends par là, c'est que l'IA, selon moi, agit comme un miroir. Certes, l'IA amplifie les réalités, les problèmes qui existaient déjà, mais je la vois comme un miroir qui nous montre une réalité ou encore certaines réalités que nous avons dans la société réelle, parfois éviter d'affronter dans notre quotidien. Et j'ai bien aimé la partie où on parlait de correction à apporter. Je me demande, est-ce que ce ne serait pas un peu trop superficiel que de devoir apporter des correctifs techniques à un outil qui ne fait que refléter ce que nous vivons au quotidien, ce que nous sommes. L'IA, je pense que c'est notre histoire. Et ma position serait que nous regardions en face cet outil avec tout ce
tout ce qu'il apporte, parce qu'en fait, si on se rend compte bien, le journalisme était déjà en proie aux fluctuations, ou encore aux perturbations que l'IA est en train d'apporter à la société avec la désinformation, les réseaux sociaux. On l'a vu en politique avec le scandale Cambridge Analytica. Ce n'est pas l'outil qui a été à la base des dérives, mais c'est parce qu'il y avait déjà une prédisposition à une certaine polarisation. On l'a vu dans d'autres domaines, comme les biais, que vous avez parlé tout à l'heure. En fait, nous vivons dans une société de préjugés. Et si aujourd'hui, on demande à l'IA de générer, par exemple, une femme, à 90%, on peut être sûr qu'elle sera blanche. Et il y a tant d'autres aspects de la vie c'est pour cela que j'aime à parler de miroir. C'est notre réalité. Et je pense qu'il faudrait peut-être accorder du temps, vous l'avez dit tout à l'heure, Karine, à l'outil pour que la société se l'approprie, l'expérimente et la régulation, encore l'encadrement qui doit en découler, doit être un compromis fondateur qui soit le plus fidèle possible à notre condition, notre réalité et notre histoire. Donc ça, c'est un peu ma position, et c'est à la fois, c'est surtout un commentaire, mais j'aimerais peut-être bien vous écouter là-dessus par rapport à ce point de vue. Merci. Est-ce que je peux répondre ? Merci beaucoup pour votre question, c'est très intéressant. En fait, c'est un peu partie de mes travaux sur justement comment est-ce qu'on fait pour avoir une rétroaction. Et une des choses que j'ai fait ces dernières années, c'est d'aller consulter plusieurs groupes en Europe, ici au Québec, etc. Et en fait, ce que plusieurs groupes disent et conseillent en termes de gouvernance, c'est de dire, OK, là ce qu'on voit présentement, c'est que souvent, les gouvernements travaillent avec l'industrie, donc cette relation-là est très forte, mais la relation avec tout ce qui est société civile et les citoyens, elle n'existe pas. Et une des manières de comprendre les impacts sociétaux de l'IA, de les comprendre en temps réel, tels que vécus, et non pas tels qu'anticipés, parce qu'actuellement, par exemple, avec le AI Act en Europe, ce sont les impacts sociétaux tels qu'on pense qu'ils vont avoir lieu, et donc ils sont gradés. Et qui a participé à cette négociation-là, puis c'est normal, enfin je veux dire, c'est pas pour critiquer, mais quand même, c'est l'industrie et les États qui ont dit on pense que ça va avoir telle chose. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des déploiements, des usages de l'IA, non seulement les effets ne sont pas tout à fait ceux qu'on a pensés, mais ils peuvent être ailleurs, voire plus grands. Et donc, une des façons de réajuster ça, c'est de permettre justement aux citoyens et aux organisations, par exemple, de la société civile qui représentent certains citoyens, dont et aussi aux élus, d'être capables de dire non, il y a un problème ici et il faut corriger la chose. Et donc d'avoir une rétroaction. Et moi, je mets ça un peu dans le mouvement démocratique où finalement on rééquilibre un peu la balance du pouvoir et on est capable de dire on anticipait des impacts sociétaux à ce niveau-là, on voit que ce n'est pas tout à fait là. D'ailleurs, il y a des groupes de la société civile qui nous disent que les impacts sont ça, ça, ça. Et l'avantage de mobiliser les groupes de la société civile, que ce soit en Haïti, mais que ce soit au Québec et ailleurs dans d'autres pays, en Europe par exemple, c'est qu'il y a une forte... la société civile est très impliquée dans le tissu communautaire, dans le tissu social. Elles connaissent très bien les réalités telles qu'elles sont vécues. Elles ont une expertise terrain qui est vraiment extrêmement importante et donc elles peuvent amener un point de vue, le point de vue du citoyen, un point de vue tel qu'il est vécu et ça pourrait permettre d'avoir cette rétroaction et cette un peu plus, on va dire, faire circuler un peu plus, de manière circulaire, pardon, excusez-moi, les énergies et si vous voulez voyons, je perds mes mots ce soir, mais c'est ça, de corriger un peu les biais qui ne sont pas juste techniques, qui sont sociétaux. Mais encore là, pour l'instant, on va dire la conversation, pour l'anglicisme, sur la gouvernance de l'IA est un peu déséquilibrée parce que c'est beaucoup les États, parce qu'on voit le potentiel économique de l'IA, l'industrie, mais tout le côté sociétal, la société civile, les citoyens ne sont pas encore présents dans cette conversation-là. Or, ils ont vraiment une expertise qui est, du fait de leur vécu, qui est très enrichissante et qui pourra amener de la texture. Donc, voilà, merci. Alors, comment terminer par une finale plus politique que celle-là? J'essaye bien pourtant, mais... Non, on est entré et on a conclu dans le sujet démocratique. Alors,
Catherine Ouellette, François Boucher, Karine Gentelet. Comment vous dire merci? Peut-être par quelques applaudissements. Eh bien, merci d'avoir été là dans l'Agora de l'Assemblée nationale. Il reste encore un petit peu de buffet, mais il faudra quand même partir au maximum à 18h30. Alors, il reste des gens avec qui vous pourrez faire la conversation d'ici là. Merci beaucoup d'avoir été là.